Bonjour, je m'appelle Philippe Jarnia, je fais partie de l'ameublement. Nous sommes l'organisation professionnelle des industries de l'ameublement avec 350 adhérents dans le milieu du mobilier domestique qui est beaucoup remis en cause en ce moment avec le télétravail et tout le secteur professionnel qui a également ses évolutions dans le mobilier de bureau, la collectivité, le scolaire, la ville avec le mobilier urbain et notre secteur qui nous intéresse aujourd'hui, le secteur du contract, avec donc des fabricants, des agenceurs, des ateliers d'haute facture, des éditeurs, des upcyclers, des équipementiers, etc. Donc, à la fois, on est, comme tout le monde, dans la gestion des urgences, puisqu'un certain nombre de nos agenceurs se sont mobilisés pour fabriquer des équipements pour la réouverture dont on va parler. Et puis, la prospective nous intéresse également et c'est pour ça que nous avons entamé ces entretiens sur le contract avec des partenaires avec qui nous travaillons d'habitude. Voilà. Alors, en termes d'organisation, vous arrivez au fur et à mesure des minutes là. Vous avez devant vous la possibilité de nous envoyer des messages ou des questions. N'hésitez pas à faire vos commentaires et à nous poser vos questions. Je vais lancer également un petit sondage. Je clique sur le machin. Hop. Voilà, vous avez un petit sondage qui va apparaître. Sondage ouvert, voilà. Et on aura les résultats à la fin de la session et je vous les enverrai en même temps. Nous sommes là pour entamer un dialogue, hein, ce qui nous paraît extrêmement important. On n'a pas forcément toutes les solutions à donner aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que en tant que participant, vous êtes à la fois des architectes d'intérieur, des responsables hôteliers, et ça nous paraît intéressant d'avoir ce dialogue qui va se continuer dans les semaines et les mois qui viennent, on l'espère. Voilà. Chère Béatrice, bonjour. Vous êtes directrice d'Equipotel. Je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Oui, bonjour, bonjour Philippe, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin et d'accompagner cette discussion qu'on a programmée sur l'avenir de l'hôtellerie de luxe. Donc, Béatrice Gravier, donc je suis effectivement la nouvelle directrice d'Equipotel. Equipotel étant le salon référent pour l'hôtellerie et la restauration. Et notre prochaine édition est prévue du 15 au 19 novembre à la Porte de Versailles à Paris. Alors, voilà, j'ai pris mes fonctions en janvier, donc j'arrive avec cette crise sanitaire et économique sans précédent. Alors, ça fait un peu peur et en même temps, je le vois comme une réelle opportunité de prendre notre rôle en tant que salon du secteur pour véritablement trouver les pistes et accompagner toute cette profession qui est en difficulté cette année pour les amener vers la voie de la relance et faire partie de tout ce dispositif qui est en train de se mettre en place pour relancer la profession. Alors niveau pratique, oui. Comment ça se passe avec le parc des expositions de Versailles? J'imagine qu'ils sont en train de s'organiser, non? Il se passe des choses au niveau… D'un point de vue pratique, évidemment, il y a pas mal de discussions qui sont en cours ce matin. Donc, nous, on reste très confiants à date sur notre capacité de tenir Equipotel. Alors, on travaille beaucoup avec la fédération, avec le gouvernement, déjà en première étape pour s'assurer qu'on pourra véritablement ouvrir les portes en fin d'année, mais tout a l'air de partir dans ce sens-là. Hein. Il y a une réelle volonté de tous de relancer l'économie et comme nous le savons, les salons sont évidemment un maillon essentiel dans l'activité économique et pour aider à la relance.
Donc, voilà, tous les acteurs autour de nous sont vraiment dans cette logique de trouver les solutions, de mettre en place les bons protocoles sanitaires et autres pour permettre l'ouverture des salons à partir de l'automne. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette lignée. Et évidemment, voilà, je mentionnais cette notion de sanitaire. Il y a un travail de fond très intense qui est fait en ce moment pour évidemment pouvoir tous vous accueillir dans des conditions parfaites. Alors, comment se passe le positionnement du salon? Et finalement, vous êtes en train de pas le changer radicalement, mais peut-être de prendre en compte l'actualité finalement. On est obligé de se réadapter, hein. C'est sûr que alors on est obligé de se réadapter et en même temps on ne va pas changer nos fondamentaux puisque ce qu'on avait prévu en début d'année, c'était de mettre un coup de projecteur sur les innovations hôtelières. On s'est associé avec 4 grandes tribus hôtelières qui sont en train de casser les codes et qui ont une vision un petit peu nouvelle de l'hôtellerie. Alors pour les citer, c'est le groupe Mob, la Maison Albar, le groupe Expérimental et 25 Hours. Donc, on garde évidemment ces partenariats forts avec ces 4 tribus hôtelières qui ont une vision très nouvelle sur l'hôtellerie, hein, pour construire l'hôtellerie de demain. Donc, ces tribus vont être une source d'innovation très importante pour le salon, qu'on va voir décliner au niveau de notre programme de conférence, au niveau aussi de nos espaces expérimentiels. Donc ça, on le garde bien évidemment parce qu'on sait que les grandes tendances de fond, en fait, ne sont pas mises de côté en période de crise ou pour les périodes post-crise. Au contraire, elles sont souvent exacerbées et les tendances s'affichent et s'affirment encore plus dans les périodes post-crise. Donc, ça nous semble intéressant de poursuivre dans ce domaine-là et de vraiment mettre en avant dans le cadre d'Équipe Hôtel les grandes sources d'innovation et les nouvelles visions pour l'hôtellerie de demain. Alors, évidemment, adapté avec tous les nouveaux protocoles hein, que l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration sont obligés de mettre en place. Alors, c'est un avantage aussi pour nous parce qu'on est également obligé de les mettre en place dans le cadre du salon. On a des restaurants, vous savez, le grand resto des chefs qui est connu sur Équipe Hôtel. Ben, on ne va pas pouvoir concevoir le resto des chefs comme on l'a conçu il y a 2 ans. Obligatoirement, on est obligé de partir aussi sur les mêmes protocoles que la restauration. Toutes nos zones d'inspiration inspirationnelle également, avec la suite, par exemple, de Laurent Maugous qui est en train de nous travailler la suite de demain. Et ben, on est en train d'intégrer des innovations, des matériaux particuliers qui intègrent justement les protocoles sanitaires. Donc, ce travail de fond qu'on est en train de faire au niveau d'Équipe Hôtel pour pouvoir tous vous accueillir s'avère être un travail en fait particulièrement efficace et intéressant parce que ça va être des sources d'idées et d'innovation pour les professionnels. Parce que finalement, vous n'êtes pas le dernier salon de 2020 qui va être une année pas pourrie, mais presque, entre guillemets, mais entre guillemets le premier de 2021, quoi, qui peut être… Alors, en tout cas, on se positionne effectivement dans cet état d'esprit, hein. Moi, je consulte évidemment beaucoup, hein, tous les jours avec les organisations professionnelles du secteur, avec les nombreux partenaires avec qui nous travaillons. Et ce qui me réconforte beaucoup, c'est que je ressens véritablement tous les jours cette volonté d'y aller, hein. Le retour que j'ai des professionnels et des partenaires et que l'industrie aura et a déjà, mais aura encore plus en fin d'année, ce besoin de se reconnecter, de se réinventer, de reconstruire, de parler, d'échanger, de dialoguer. Et on veut véritablement s'inscrire dans cette logique-là. Je me sens très soutenue, je sens vraiment que tout le monde a envie d'être là autour de moi pour nous aider à monter la manifestation qui fera sens pour les professionnels et qui les aidera en fin d'année. Je pense effectivement que notre timing est bon puisque mi-fin novembre, on est donc du 15 au 19 novembre, voilà, les lignes, la plupart des lignes aériennes devraient être rétablies d'ici là, tous nos protocoles sanitaires seront mis en place, on aura eu le temps de s'habituer aux masques et à la nouvelle façon d'aborder les lieux publics. Donc voilà, on se sent dans cette logique de pouvoir accueillir, apporter des idées, apporter voilà, de l'innovation et tout ce dont les professionnels auront besoin pour reconstruire leur activité et donc de prendre ce rôle, comme je vous disais tout à l'heure, d'accompagner la profession. Et notre timing, je pense, effectivement, est bon pour préparer la suite et préparer 2021.
C'est vrai que pour nous, le salon sera important pour que la profession se retrouve au sens large, quoi. Effectivement, avec les hôteliers, les architectes d'intérieur et nos industriels et agenceurs pour parler effectivement de toutes les leçons qu'on aura pu tirer de cette année et parler d'avenir, quoi. Ça me paraît essentiel d'avoir un lieu et un moment où on sera content de se revoir, quoi. De Voilà. reconnexion, exactement. Et comme je disais, c'est vraiment ce que je ressens autour de moi, hein, cette volonté de tous, de ce besoin, parce qu'on dit toujours en période de crise, il n'y a rien de pire que de rester chez soi enfermé, de ne pas bouger parce qu'on est en difficulté. Il faut justement s'ouvrir et aller vers les autres. Chacun aura mis en place d'ici le mois de novembre des idées, des techniques, aura trouvé des matériaux, des solutions, des pistes intéressantes pour pouvoir réapporter accompagner la relance pour les mois et les années qui viennent. Et donc, favorisons voilà, cet échange de pratiques, cet échange d'expériences entre les professionnels. Et on s'inscrit véritablement dans cette lignée et on veut jouer ce rôle d'accompagnement de la profession. Alors, ce qu'on se disait, c'est que ce serait bien effectivement de tirer les premières leçons de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer au mois de juin avec les réouvertures pour se rapprocher justement de vos visiteurs, des hôteliers restaurateurs, de connaître leurs besoins et de travailler pour avoir des réponses très efficaces, entre guillemets, pour le salon, quoi. Bien sûr. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, ça ne va pas être un équipe hôtel standard. On garde nos fondamentaux, mais on va se repositionner pour évidemment tenir compte de la dureté de la vie d'aujourd'hui pour nos restaurateurs et nos hôteliers et pour les aider au maximum. Donc, on va accompagner avec un programme de contenu extrêmement puissant. On est en train de travailler sur plus d'une centaine de conférences qui vont intégrer certes les professionnels, mais aussi les politiques, les organisations professionnelles, des psychologues, des chercheurs, des architectes, des designers, tous des spécialistes en nouvelles technologies et autres. Donc, on va vraiment rassembler toute la profession autour d'un programme de conférences et de contenu très fort. Donc ça, c'est un axe important qu'on va développer cette année. Bon, je vous disais aussi tout ce travail au niveau de ces zones inspirationnelles qui sont une des forces d'équipe hôtel et qui vont encore plus être adaptées pour pouvoir répondre aux nouvelles normes et être source d'inspiration pour les professionnels. Merci Béatrice. Laurent, vous êtes expert de l'hôtellerie de luxe et ça nous semblait important de vous avoir aujourd'hui pour en parler. Vous pouvez vous présenter en deux secondes, c'est important pour mieux vous connaître. Bonjour à vous tous. Merci à vous deux pour cette invitation pour parler de l'avenir de l'hôtellerie de luxe. Merci en tout cas aussi aux 1200 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire qui marque un intérêt effectivement pour ce secteur de l'hôtellerie de luxe qui est essentiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Laurent Delporte. J'anime un média depuis une dizaine d'années sur l'hôtellerie de luxe. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le secteur. J'ai travaillé pour le groupe Accor. J'ai travaillé sur le terrain au sein de Sofitel en tant que directeur adjoint du Sofitel Paris-Porte de Sèvres, qui était un grand paquebot hôtelier. Et puis j'étais responsable ensuite marketing pour la marque Sofitel dans le monde, pour les hôtels d'affaires et centre-ville. Et puis depuis 10 ans, j'accompagne des dirigeants pour justement préparer le monde de demain, ou au travers de missions de conseil pour construire ou rénover des hôtels, ou directement pour des industriels également qui veulent découvrir et mieux connaître le secteur de l'hôtellerie. Et puis enfin, sur mon média, laurentdelporte.com, je partage mes connaissances, mes interviews de toutes ces personnes du métier que je rencontre au quotidien. Alors, quel est dans un premier temps, le court terme dans la crise qu'on a rencontrée depuis 2 mois? Qu'est-ce qui se passe au niveau des hôtels? Bon, j'imagine ils sont tous fermés. Alors, comment faut réagir en fait? C'est un choc sans précédent. C'est jamais vu. Un hôtel, il faut bien le savoir, normalement, un hôtel est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un hôtel ne ferme jamais ses portes. Donc, quand on travaille dans l'hôtellerie, c'est difficile de devoir être obligé de fermer son hôtel. C'est aussi une prise de conscience sur différents sujets pour nous tous, hein, même à titre personnel, je pense, une prise de conscience sur
la nature, l'importance effectivement de la protection de la nature, puisque toutes ces maladies qui arrivent, c'est aussi, il faut apprendre à vivre avec. Et il y en a eu par le passé, il y en aura d'autres. Laurent, je vais vous proposer de peut-être, c'est un peu radical, mais de vous débrancher, de vous rebrancher, parce que ça va être un petit peu compliqué, je crois. Le mieux, c'est de couper, de vous reconnecter. Et puis, on va discuter avec Béatrice pendant ce temps. Béatrice, comment on peut réagir par cette crise? Bon, il y a des opérations un petit peu d'urgence. Alors, je ne sais pas, ce matin, on commençait à parler du mois de juin pour réouvrir. Bon, faut d'abord s'équiper dans les premières urgences. Et puis, après, il y a une réflexion sur l'état des hôtels de luxe qui sont normalement fréquentés par une clientèle étrangère qui va être absente pendant les premiers mois là, qui viennent, et par une activité de tourisme d'affaires qui, pour l'instant, il n'y a plus de salons, il n'y a plus de congrès, donc c'est beaucoup de difficultés, non? Oui, évidemment, ce qu'on anticipe, c'est une reprise qui va se faire étape par étape, hein. Effectivement, c'était les annonces d'hier avec la réouverture à partir du 2 juin en zone verte. Donc, c'est une première étape. Après arrivera effectivement l'ouverture globale des établissements, les vacances d'été qui ont été confirmées. Donc, ça permettra effectivement aux hôteliers d'avoir une activité cet été. Alors, ça va évidemment pas être révolutionnaire et rattraper tout ce qui a rattrapé, hein. Tout ça va se faire beaucoup plus chronologiquement et beaucoup plus doucement. Mais voilà, ça met des maillons en place et ça fait avancer. Parce que l'important, c'est ça, c'est de relancer les choses, se remettre en activité et s'inspirer de toute idée, de toute bonne pratique qu'on peut avoir autour de nous pour pouvoir avancer son business et son activité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va se positionner au mois de novembre. Vous avez des relations avec tout le monde du tourisme, entre guillemets, avec Atout France, avec le ministère, pour discuter toutes ces questions, parce que finalement, on est tous un petit peu dans le même bateau, là, dans cette histoire, hein. Oui, et donc effectivement, ce qu'on ressent, c'est cette réelle volonté, hein, de soutenir le secteur, puisque c'est une partie, le secteur du tourisme est une partie essentielle de l'activité économique de la France. Donc, ce qu'on ressent véritablement, c'est ça, c'est cette volonté de soutenir et d'accompagner cette profession, de surtout pas la laisser sur le côté. Donc, voilà, d'où ce programme de contenu très fort qu'on est en train de travailler et qui rassemblera tous les acteurs en fin d'année sur notre manifestation. Donc, certes, les hôteliers, les professionnels, les restaurateurs, les designers, les architectes, tous les parties prenantes de l'industrie, mais également un certain nombre de politiques, très probablement, qui seront présents, qui auront envie de passer des messages, les organisations professionnelles, bien évidemment, hein, qui nous accompagnent, qui sont des partenaires forts. L'UMI, le GNI sont des partenaires extrêmement forts de la manifestation. Donc, ils sont là à travailler à nos côtés avec nous pour assurer la force de la manifestation et surtout s'assurer qu'on soit le moment fédérateur et de rassemblement pour la profession. Laurent? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Ah, génial. Je suis désolé, c'est technique. Ouais. Donc, on a effectivement devant nous cette crise. Est-ce que ça remet en cause fondamentalement la position des hôtels de luxe dans leur valeur aujourd'hui? Alors, il faut savoir aujourd'hui que l'hôtellerie de luxe la clientèle de l'hôtellerie de luxe représente plus de 70% des clients. Donc, tant que les avions ne volent pas, les hôtels vont avoir vraiment beaucoup de mal à remplir leur établissement.
Les valeurs fondamentales de l'hôtellerie de luxe vont demeurer. La France est un pays très attractif. On est la première destination mondiale de tourisme, et puis aussi une destination de tourisme d'affaires. Donc, beaucoup de gens vont revenir. Donc, il y a cette période de trouble, on va dire, où l'hôtellerie va se réorganiser. Mais je pense que l'hôtellerie de luxe doit se réinventer également, changer de modèle économique. Et on a pu déjà voir quelques initiatives dans ce sens, puisque le modèle juste vendre des chambres d'hôtel, bien sûr que c'est leur priorité, mais ils peuvent faire beaucoup plus que ça. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple, des restaurants dans Paris très prestigieux qui vont proposer la livraison de leur cuisine dans Paris, auprès d'eux. Donc peut-être que demain, on pourrait aussi voir un hôtel qui va continuer à avoir des activités en parallèle de son établissement pour pouvoir développer du chiffre d'affaires. En ce qui vous concerne, dans votre secteur, on pourrait très bien imaginer aussi que demain, et ça se fait par certaines marques d'hôtels le font, il y a des sites où on peut acheter le mobilier de l'hôtel, par exemple, ou des mobiliers proches du style de l'hôtel. Pas forcément le même, mais en tout cas par le même designer, par exemple. Donc ça, c'est peut-être des matières à réfléchir pour l'hôtel, ou aussi on peut aussi voir le service de conciergerie. Aujourd'hui, il y a plein de conciergeries qui sont développées pour les entreprises en parallèle. Nous pourrions très bien imaginer, je ne sais pas moi, que le Stade d'Athénée lance un service de conciergerie pour les entreprises qui se développerait en parallèle de leur hôtel, mais sous la même marque. Et quand il y a une crise, il y aurait d'autres activités au sein de l'hôtel qui continuent de vivre. Philippe, je vais en profiter pour vous donner la parole. Oui, désolé pour Laurent qui a des petits soucis techniques, mais on comprend quand même l'essentiel de son propos. On a entendu de façon hachée, mais que la situation de l'hôtellerie de luxe était contrastée versus les hôtels d'entrée de gamme qui redémarreront probablement plus rapidement puisqu'ils ont une clientèle française et on comprend bien que l'hôtellerie de luxe a une clientèle étrangère. Donc moi, j'en présente je suis le président du groupement Contract. Le groupement Contract de l'ameublement français, c'est une centaine d'industriels de l'industrie du meuble, de l'agencement et tous les métiers qui nous entourent. Et aujourd'hui, effectivement, dans nos préoccupations, on a un certain nombre de nos adhérents qui sont présents sur Équipe Hôtel. On est tous très affectés par la situation actuelle, puisque bien entendu les travaux, les chantiers et les commandes sur les projets d'hôtellerie sont suspendus. Donc on est tous tournés vers le futur. Et Équipe Hôtel étant une étape du futur, j'avais une question pour Béatrice. Béatrice, à ce stade, est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation des inscriptions et comment vous voyez la fréquentation sur le salon compte tenu de l'évolution des inscriptions dans le contexte? Oui, alors évidemment, l'industrie est secouée, donc on l'est tous, hein, et nous, notre quotidien, évidemment, n'est pas forcément simple et on souffre principalement d'un ralentissement, en fait, hein, d'un ralentissement de tout qui, évidemment, a un impact sur notre capacité à organiser Équipe Hôtel. Alors, toutefois, Équipe Hôtel, c'est une manifestation qui a lieu tous les 2 ans. Donc, la dernière édition était en novembre 2018. Nous, on relance notre organisation et nos commercialisations dès la fin de l'édition d'avant. Hein. Donc, c'est un process qui est déjà entamé depuis 1 an et demi. Donc, pour vous donner un peu plus de détails sur la façon dont on travaille, en général, un Équipe Hôtel donc prévu en novembre 2020 est en gros organisé, ou en tout cas à son lot d'exposants et de structures prêtes pour l'été, en fait, pour le début de l'été. Donc, la crise nous impactant maintenant en mars-avril, certes, on est ralenti et on est embêté, hein, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire que tout est un long chemin tranquille, mais le gros de la commercialisation était fait, hein, puisque à ce stade, on avait près de 90% de la commercialisation déjà aboutie. Alors, on subit évidemment quelques demandes d'annulation. Alors, même pas tant des demandes d'annulation, plutôt des demandes des conditions, en fait, de comment ça peut s'organiser et surtout comment les mois prochains vont s'organiser. Est-ce qu'Équipe Hôtel a lieu, n'aura pas lieu? C'est plutôt ce type de questions qu'on a. Alors, ces quelques demandes de conditions ou d'annulation viennent principalement du grand international,
puisque on a des pavillons, un pavillon américain par exemple, on a une dynamique sur certains pays asiatiques qui, eux, se projettent quand même avec un peu plus de difficultés sur un retour en Europe sur l'année 2020. Sur notre clientèle exposante française et européenne, bon, la situation est relativement stable et en tout cas pas, on n'a pas suffisamment de mouvement pour de notre côté dire qu'on n'est plus en condition d'organiser l'événement. Donc de ce côté-là, les choses sont organisées, s'organisent. Évidemment, on répond à cette et on la comprend évidemment, cette inquiétude du moment pour savoir effectivement, on est lié évidemment, est-ce qu'il y aura deuxième vague, pas deuxième vague, est-ce que véritablement les salons pourront avoir lieu à partir de la rentrée du mois de septembre. Alors comme je disais tout à l'heure à Philippe, nous on travaille évidemment de façon rapprochée avec les fédérations du secteur, avec toutes les instances gouvernementales pour proposer des règles protocolaires et autres en matière sanitaire pour pouvoir rassurer sur le fait qu'on sera capable d'accueillir, d'ouvrir les portes de la manifestation. Alors évidemment, organisé avec des jauges, avec des masques, c'est tout un détail qu'on est en train encore d'affiner et on informera et nos exposants et nos visiteurs prochainement sur le sujet. Mais voilà, tout porte à croire au moment où je vous parle qu'on sera en mesure d'accueillir l'événement. Alors ça, c'est côté exposant, donc avec une zone d'exposition qui pour l'instant se tient et nous rend confiants. Alors côté visiteurs, bien évidemment, la situation est assez complexe aujourd'hui puisque nos visiteurs sont en général patrons d'établissements qui ne sont pas encore ouverts. Donc on attend bien évidemment le 2 juin pour une réouverture d'une partie des établissements. On espère rapidement après l'ouverture un peu plus globale de tous les établissements qui nous permettra de réenclencher une communication plus régulière et plus approfondie avec eux. Alors, ce qu'on a déjà prévu, c'est d'ouvrir une enquête, en fait, d'ouvrir une étude auprès de nos professionnels hôteliers et restaurateurs pour bien comprendre leurs nouveaux besoins liés au contexte, parce que comme j'évoquais tout à l'heure, évidemment, on n'anticipe pas un Équipe Hôtel 2020 comme on a organisé Équipe Hôtel 2019. Ce sera un Équipe Hôtel qui aura une tonalité forcément un petit peu différente. Les besoins aussi des professionnels seront obligatoirement aussi différents. Donc, on est en train de commencer à préparer une étude, d'ailleurs, entre autres également en partenariat avec vous, hein, avec l'ameublement français. Donc, voilà, on est en train de préparer cette étude pour qu'on adressera à tous nos professionnels visiteurs pour comprendre au mieux leurs besoins, partager avec nos exposants pour que voilà, on puisse véritablement faire correspondre l'offre qu'on a sur le salon avec le besoin des professionnels. D'accord. Alors, effectivement, moi, je suis exposant aujourd'hui, comme beaucoup des membres de l'ameublement français. La question qui va se poser pour nous, c'est comment est-ce qu'on oriente ce salon pour faire plus de prospective que de court terme, sachant que notamment l'hôtellerie luxe risque de redémarrer en 2022. Donc, on commencera à travailler sur des projets de façon différente en 2021. Donc, c'est ça qu'il faut préparer. Comment vous voyez cette orientation du salon et comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour préparer l'avenir plus que de penser au court terme? Alors exactement, on se situe dans cette orientation-là à moyen terme d'être cette plateforme de rassemblement en fait de la profession, d'essayer de leur redonner une bouffée d'oxygène, de les mettre en situation de se reconnecter entre eux, de pouvoir partager, dialoguer entre eux, partager des expériences pour pouvoir réamorcer le début de reprise qui nous l'espérons tous sera là à partir de l'année 2021. Alors, un lancement d'affaires, des relancements de projets qui vont commencer à arriver à partir de 2021, ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça parce qu'on l'a décidé à partir de janvier ou février 2021, ça se prépare. Donc, nous, on est dans cette lignée-là nous, alors évidemment, avec tous nos partenaires, avec vous, avec tous ceux qui nous entourent pour proposer voilà, cette plateforme d'échange et de rassemblement pour pouvoir apporter ces idées et répondre aux besoins des professionnels aujourd'hui. Alors, comme je le mentionnais également tout à l'heure,
On va avoir un positionnement qui va être aussi très contenu, peut-être beaucoup plus contenu qu'on l'était dans les années précédentes, puisqu'on prévoit des tribunes d'expression, des tribunes de conversation entre les professionnels, les politiques, les organisations professionnelles, et même au-delà, hein, puisque on est en train aussi de rassembler des psychologues, des chercheurs, des universitaires. Vous voyez, on essaye véritablement de réfléchir un petit peu out of the box et d'intégrer aussi auprès des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme d'autres professionnels qui ont un regard aussi un petit peu différent. On croit beaucoup à ça à Équipe Hôtel, c'est la force peut-être du regard extérieur. Et donc, on va aussi travailler beaucoup à mélanger nos professionnels, nos partenaires de l'industrie avec un certain nombre d'experts qui ne sont pas forcément de l'industrie et du milieu, mais qui pourront apporter aussi un regard neuf et quelque chose de nouveau et de frais pour aider nos professionnels. Je crois que Philippe, il y a un sujet qui t'intéresse et qui est l'espace de l'ameublement français sur le salon. Je crois que c'est vraiment un lieu qu'il va falloir utiliser pour changer les comportements, en tout cas essayer de faire collaborer et travailler ensemble les architectes, les designers, les investisseurs sur des projets 2021, 2022 et de faire du collectif. Donc peut-être que tu peux nous parler de cet espace et profiter de ce moment pour parler de cet espace. En fait, on va avoir 2 temps, voire même 3, c'est-à-dire la première approche, elle est aujourd'hui parce que tous nos agenceurs sont sollicités pour mettre des barrières, des protections. Tout le monde cherche du plexiglas parce qu'il n'y en a plus. Enfin, il y a cette espèce d'affolement qu'il faut maîtriser, hein, parce que les restaurateurs ont besoin d'ouvrir, ils ont besoin de mettre en place des équipements sur le trottoir pour faire de la vente à emporter. Enfin, il y en a certains restaurateurs qui se transforment en boutique. Enfin, il y a plein de choses qui bougent là tout de suite. Les solutions qui sont adoptées dans l'immédiat sont, si je peux me permettre, pour certaines de l'ordre du bricolage. Et il va y avoir certainement un deuxième temps où on va se dire, bon, effectivement, essayons d'organiser le restaurant ou l'hôtel de manière un peu plus efficace pour faire face à cette nouvelle demande. Et puis, il y a la prospective. Donc, la prospective, c'est est-ce que les changements de fond, comme on évoquait tout à l'heure sur les aménagements des chambres, sur l'assortiment des services, etc. Là, on a besoin de beaucoup discuter ensemble parce que il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser dans le comportement des gens et on ne sait pas les changements fondamentaux que ça peut avoir. Avant d'avoir un vaccin et après, est-ce qu'on va revenir tout à fait les mêmes? Et là, on a besoin vraiment de ces tables rondes. Donc, on avait commencé il y a 2 ans par cet espace de conférences et d'échanges. L'idée, ce n'est pas des grandes conférences avec des gens assis en auditeur, mais plutôt des moments de partage. Et je crois que ce qui a été fort apprécié, c'est justement que pour gagner certaines luttes, ça sera effectivement avec cette complémentarité de co-réflexion. Donc, l'espace de l'ameublement français, ça sera un espace d'échange et de réflexion qui sera préparé par cette enquête, parce que ça sera important d'avoir le ressenti, et puis par l'actualité qu'on aura à ce moment-là à échanger. Parce qu'il y a des pistes que j'évoquerai tout à l'heure en conférence privée, entre guillemets, avec Laurent, mais ces positionnements vis-à-vis des designers, vis-à-vis des populations, vis-à-vis des nouveaux services, des nouveaux comportements, tout ça, il y a des pistes qui sont intéressantes, qui sont passionnantes et très influentes sur nos métiers d'architecture d'intérieur et d'aménagement. Donc, ça nous laisse 6 mois. À la fois, c'est très loin, mais ça va arriver très vite. Et je pense que les offres qu'on va présenter sur nos espaces seront différentes de ce qu'on pensait il y a 3 mois. Quoi. Voilà. Donc, beaucoup de travail devant nous là. Je rebondis, je t'entends parler, Philippe, effectivement, de cette ruée sur le plexiglas en ce moment. On entend aussi parler des films pour fleurs là, qui est en train d'essayer d'être utilisé. Alors ça, effectivement, on cherche là
de solutions à court terme, mais je suis assez d'accord avec toi. D'ici quelques mois, ça va se structurer aussi un petit peu plus. Et nous, on s'inscrit justement dans cette dynamique-là, puisque dans tous nos espaces expérimentiels sur Equipotal, on est évidemment obligé d'intégrer toutes ces normes de distanciation. Et donc, on est en train en ce moment de sourcer tous des produits particulièrement innovants, des solutions innovantes qui vont permettre de travailler cette distanciation. Donc, j'entends parler du plexiglas, mais nous, on travaille par exemple sur des plaques acryliques de protection en formulation chirurgicale. Alors, on travaille avec la société française, ils sont sur Lyon, tu dois les connaître, Philippe, c'est d'Acryl, une belle société française qui travaille sur ces plaques acryliques de protection. Donc voilà, on est en train de sourcer ces matériaux différents, innovants, on est en train de les intégrer dans tous nos espaces expérimentiels. Et donc pour tous ceux qui, d'ici le mois de novembre, n'auront peut-être pas encore totalement trouvé les idées parfaites pour gérer ces questions de distanciation, Equipotal sera une source, une source inspirationnelle et d'idées assez importante, parce que c'est ce que tu dis, ça tâtonne beaucoup aujourd'hui. D'ici le mois de novembre, beaucoup de choses seront beaucoup plus installées et établies. Tout sera présenté sur Equipotal, donc ça peut être véritablement aussi une belle opportunité pour les professionnels de venir découvrir toutes ces innovations et tous ces produits disponibles pour répondre aux nouvelles normes. Oui, puis nous, on a l'apport de notre centre technique, le FCBA aussi en la matière. Donc, on aura plein de choses à montrer. Voilà, il y aura quoi faire et à montrer. Au niveau des questions, sur la partie qui intéresse Equipotal et Béatrice, il y a des choses qui sont remontées. Alors oui, il y a eu des questions auxquelles justement Béatrice avait déjà répondu. Il y a quelques questions relatives à la mise en place pour garantir la sécurité des participants à Equipotal. Est-ce qu'il y a des choses mises en place justement pour sécuriser le salon? Oui, alors effectivement, on est en train d'achever de travailler sur tout le protocole sanitaire. Hein, donc, bien évidemment, l'accueil de chaque participant au salon se fera de façon optimale et sûre. Donc, on communiquera dans les prochaines semaines à nos participants sur ce sujet-là, mais évidemment, il va être question de masques, de gel distribués très facilement dans le salon, de distanciation en termes de nombre de personnes, surtout par rapport aux salles de conférence, par exemple. Je pense à alors j'ai parlé de nos restaurants, de nos bars, de nos espaces expérientiels, mais il y a aussi les salles de conférence qui sont en train d'être conçues de façon totalement différente pour pouvoir assurer ces normes de distanciation. Après, on parle probablement de jauge au niveau des halls. Alors, tout ce qu'on entend pour l'instant, une fois de plus, nous rassure véritablement sur notre capacité d'accueillir, même si on accueille traditionnellement plus de 110 000, autour de 110 120 000 participants sur Equipotal. Donc, c'est une très, très grosse manifestation qui accueille un public très large. Mais comme on est répartis sur plus de 5 halls, voilà, les règles qui sont en train d'être établies devraient tout à fait nous permettre de pouvoir accueillir tous nos participants répartis sur les 5 jours de la manifestation et sur 5 halls différents. Mais une fois de plus, un protocole est en train d'être écrit et sera évidemment très largement partagé auprès de tous nos exposants, nos partenaires et nos visiteurs. Ok. Samia, rien d'autre? Non, en ce qui concerne Equipotal, non, il y a plus, il y a des questions qui s'adresseront plus à Laurent sur le luxe. Merci Béatrice beaucoup de ce moment. Merci beaucoup, merci à toi. Alors comment va-t-il ce secteur-là? Comment il a vécu la crise? Bon, tout le monde est fermé, j'imagine, et ça doit poser d'énormes problèmes, non? C'est un choc. C'est un choc pour les entreprises, mais c'est aussi un choc, je pense, à titre personnel pour tout le monde, pour tous ceux qui travaillent dans l'hôtellerie. Un hôtel, c'est une famille. Un hôtel, c'est vraiment
un lieu qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où se relaient 3 équipes par jour pour le service de client. Et je pense à toutes ces personnes, se retrouver chez soi, ce n'est pas le meilleur moment pour eux dans leur expérience d'hôtelier. Ensuite, c'est un choc parce que ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, je pense, beaucoup de choses sur notre mode de vie, sur notre fonctionnement et qui vont forcément interagir dans les mois suivants dans notre façon de consommer et aussi bien pour la clientèle de l'hôtellerie de luxe qui est aujourd'hui clouée au sol, puisqu'il faut bien savoir que dans un hôtel de luxe, la représentation internationale est plus de 70% en général, voire beaucoup plus, mais dans cette zone-là, donc forcément pas d'avion, pas de clients et c'est assez fermé. Contrairement à l'hôtellerie en France 2 et 3 étoiles, où là, ils ont plutôt 70% de Français. Donc forcément, quand on va pouvoir reprendre, cette clientèle va revenir dans les hôtels. Mais ça va être beaucoup plus difficile pour l'hôtellerie luxe. Et on parle d'une reprise normale, si tout va bien dans les mois à venir, en 2022. Donc, ça veut dire que potentiellement, théoriquement, entre guillemets, l'hôtel a un potentiel que 30% de son volume parce qu'il y a 70% d'étrangers qui ne sont pas là, quoi. Oui, et c'est un choc économique aussi. Énorme. Alors, l'hôtellerie luxe va être la première touchée. Est-ce que vous pensez que des entreprises qui ont l'habitude d'organiser des comités de direction, des cocktails, des réunions, vont le faire dans les prochains mois? Même des entreprises françaises qui sont proches de ces hôtels ne vont pas le faire parce que ce n'est pas le moment, quand on va licencier malheureusement un grand nombre d'emplois, d'aller dans ce genre d'établissement également. Donc, je pense qu'ils ont envie quand même de réouvrir parce qu'effectivement, un hôtel, ce n'est pas fait pour être fermé. Ils vont certainement, l'hôtellerie va se recentrer sur une clientèle française. Peut-être qu'elle allait chercher des clients à 10 000 km et pas forcément à côté. Alors, ça peut être l'occasion de renouer, de recréer un lien avec les clients français. Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a des hôtels qui ont déjà réouvert. D'accord. Donc, on peut y aller. Je pense que l'hôtellerie doit vraiment se réinventer. Ce modèle économique à vendre que des chambres, de la restauration, du bien-être, c'est toujours risqué puisqu'il y a toujours des cycles. On a connu la crise de la guerre du Golfe, la crise des subprimes, on a eu les attentats à Paris, après il y a eu les gilets jaunes, il n'y a pas si longtemps les manifestations. Et à chaque fois, il y a un impact sur cette entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, l'hôtellerie doit se réinventer et sortir de son établissement, en fait. J'ai pu voir des bonnes idées émerger récemment. Par exemple, il y a des restaurants, des grands restaurants étoilés, qui ont proposé à leurs clients de leur livrer leur nourriture. Et donc, je me dis, tiens, demain, l'hôtellerie pourrait aussi se réorganiser. Quand on a une marque et une renommée, on peut très bien créer aussi, pourquoi pas, un service traiteur, un service d'envoi de chefs à domicile. Il faudra respecter effectivement les conditions sanitaires. Mais même aller plus loin, aujourd'hui, un hôtel, il a une communauté en fait, de clients. Et dans cette notion de client, moi, je le vois plus comme une communauté d'individus qui ont des goûts, qui aiment aller dans cet hôtel-là. Quand, par exemple, vous êtes en contact avec un sommelier que vous appréciez et qui va vous faire découvrir à chaque fois que vous allez dans l'hôtel différents vins, pourquoi pas l'hôtel pourrait également vendre des vins en ligne, la recommandation de son sommelier et de commercialiser. Vous savez, je dis souvent que l'hôtellerie, c'est bien recevoir, mais ne sait pas vraiment vendre. Contrairement à un magasin, c'est bien vendre, mais ne sait pas toujours recevoir. Sauf que les 10 dernières années, on a vu beaucoup de progrès dans les magasins. On voit même des fois des cafés dans des magasins, une réorganisation complètement des magasins qui ont été justement sur cette expérience hôtelière. Je pense que l'hôtellerie doit aller maintenant aussi dans cette expérience de vendre à cette communauté ses services. Dans votre secteur, par exemple, si on apprécie un lustre, un design de meubles, souvent, des fois, on va essayer de savoir qui a fait ce meuble-là pour pouvoir se l'acheter. Ou si ce n'est pas acheter cette collection qui va être exclusive à l'hôtel, pourquoi pas l'acheter, en tout cas, des choses différentes, mais du même designer. Et là encore, l'hôtel pourrait très bien avoir ça. Ça existe déjà. Il y a des marques qui ont des sites, des boutiques en ligne où vous pouvez acheter à la fois la confiture qui est servie au petit déjeuner, le surmatelas, le matelas, le lit de l'hôtel ou ce genre de choses, ou le linge de la salle de bain, par exemple, le linge de bain. Mais je pense qu'il pourrait aller plus loin dans ce sens-là. Oui, c'est vrai qu'on a vu soit du co-branding, c'est carrément effectivement des marques qui arrivaient dans l'hôtel, soit une importance
très grande donnée à une signature du design ou de l'architecture. Et là, il y a des produits dérivés. Mais ces produits dérivés, aujourd'hui, ils représentent pas grand-chose, entre guillemets, dans le chiffre d'affaires d'un hôtel en général. Non, mais c'est peut-être l'occasion de se replonger dans une manière de mieux vendre, de mieux commercialiser. Effectivement, ce n'est pas l'essentiel. Il faut bien comprendre aussi dans un hôtel, contrairement par exemple à des meubles, les meubles qui n'ont pas été vendus pendant ces 2 mois peuvent être vendus demain et quand ça va reprendre. Mais c'est vrai qu'une nuitée, comme on dit, une chambre qui n'a pas été réservée, enfin qui n'a pas été louée hier et avant-hier et là pendant 2 mois, elle sera jamais, cette possibilité de gagner cet argent, il est complètement perdu. Donc ça, c'est vrai que la priorité d'un hôtel est de vendre, et demain, ça restera bien sûr de vendre des chambres, mais il peut aussi envisager d'autres services. Regardez l'explosion qu'il y a eu ces 20 dernières années sur les conciergeries d'entreprise. Quand on a vu les conciergeries d'entreprise se créer, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été chercher des concierges d'hôtels pour proposer leurs services aux entreprises. Pourquoi ne pas imaginer ces grands palaces avec ces grandes renommées, avec ce savoir-faire de s'occuper de ses clients et de proposer des services de conciergerie en parallèle de l'hôtel? Forcément, mais au-delà du co-branding, c'est vraiment, bien sûr, ça peut être outsourcé en dehors de l'hôtel, puisque c'est des services qui se font à distance. Mais c'est ça que l'hôtellerie devrait vraiment se poser des questions et s'élargir, parce que même en temps de crise, voilà, s'il y a d'autres services en parallèle, ben, ils peuvent continuer d'avoir un petit coussin de chiffre d'affaires qui peut arriver. Parce que les crises, elle est là aujourd'hui, il y en aura d'autres. Est-ce que, parce que j'ai eu l'impression que dans les derniers concepts, on mettait beaucoup l'accent sur les lobbies en organisant des concerts, des expos, etc. Enfin, on recentrait plus sur le côté un peu festif et rencontres. Là, on a peut-être le sentiment que les gens vont passer peut-être plus de temps dans les chambres pour manger, pour travailler, pour faire une visioconférence. Enfin, on va peut-être redonner de l'importance à la chambre, non? Alors, oui, et je dirais tant mieux. C'est sûr que les 10 dernières années, on a été sur l'ouverture, le partage de liens, la rencontre, des lobbies ouverts, où au contraire, on fait parfois des chambres plus petites, mais avec des espaces. Ça, c'est surtout vu dans les hôtels de 3 ou 4 étoiles. Dans le 5 étoiles, la chambre est énorme. Mais je pense effectivement que demain, la chambre va reprendre de l'importance. Et tant mieux. Pourquoi? On oublie parfois l'objet de la chambre. La chambre est l'endroit pour se ressourcer, pour se reposer, pour se remettre en énergie quand on vient. Qu'on vienne pour des vacances ou bien pour travailler, et quand on est en décalage horaire, quand on va dans cette hôtellerie de luxe, c'est vraiment pour cette notion de bien-être et de se ressourcer. Donc la question de bien dormir est essentielle. Mais c'est aussi des lieux de vie. Et effectivement, par exemple, je vous donne un exemple, il y a 4 ans, au salon Équipe Hôtel, justement, on a organisé avec le cabinet AW2 la chambre du futur qui s'appelait Origine, qui était biosourcée, qui était en phase avec l'environnement et qui permettait justement de se reconnecter. Et dans cette chambre-là, on allait travailler beaucoup la modularité. Et je vois bien demain différents types de chambres dans les hôtels, des chambres où il y aura des cuisines, où la personne pourra venir en famille, pouvoir cuisiner, ou bien dans l'hôtellerie de luxe, faire appel à un chef sur place pour cuisiner. Quand on est une famille avec des enfants de moins de 10 ans, ou même ado, on n'a pas forcément envie d'aller tous les jours au restaurant, qui plus est gastronomique. Donc, de pouvoir quand même être dans la ville, profiter du lieu de l'hôtel, mais se retrouver entre soi dans cette chambre, c'est une possibilité. Aussi, la possibilité pour un businessman. Donc, je peux avoir des besoins différents. Pour un businessman de venir travailler. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On peut avoir des besoins différents et aller quand même dans un même endroit pour dire je viens avec ma famille un week-end, je viens dans la semaine pour une visioconférence ou passer du temps. Ça peut être des chambres différentes, mais dans un même lieu. C'est le point crucial quand je travaille avec un investisseur. Je lui dis toujours, avant d'aller voir l'architecte, il faut faire un cahier des charges très précis de ce que vous voulez faire demain dans votre hôtel. On ne peut pas accueillir tout le monde. Ça ne sert à rien de vouloir accueillir tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. Ça ne marche pas. Par contre, une fois que vous avez déterminé votre style et votre niveau d'excellence de service, il faut aller vraiment décortiquer toutes les phases de service. Et ensuite, effectivement, une chambre va être utilisée par plein de gens très différents. Et donc, il faut penser à ça. Et donc, plus vous la rendez modulable, plus vous la rendre transformable, mieux c'est.
Moi, j'ai aussi une vision sur le lit. Donc, bien sûr, dans les palaces, le lit va rester tel qu'il est, avec du confort, etc. Mais par exemple, dans des 4 étoiles ou des 5 étoiles, à un moment donné, je verrais bien le lit pouvoir disparaître, parce qu'aujourd'hui, la technique le permet, dans un mur. Et là, tout d'un coup, vous imaginez, vous retrouvez un espace de 20 mètres carrés dans votre chambre pour travailler, pour faire une réunion, pour recevoir un client, puisque on n'est plus dans cet univers intime, si, bien sûr, l'architecte a bien pensé à cette modularité. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir et pour pouvoir travailler à deux de manière confidentielle ou recevoir. Mais en tout cas, effectivement, vous voyez plus la modularité que la spécialisation de chambres dans certains services pour avoir un assortiment. Après, c'est peut-être plus difficile à louer quand c'est très spécialisé. Ouais. Je dirais un peu les deux, mon capitaine. Mais effectivement, la cuisine, si on fait une cuisine dans une chambre avec un petit coin salle à manger, forcément, ça prend de l'espace. Mais il y a des choses qu'on arrive à faire. Vous voyez, on peut tirer des tiroirs, tirer des plaques qui permettent d'ajuster. On a quand même en France une créativité débordante. On a des architectes qui ont plein d'idées, qui savent dessiner, qui savent créer. Une fois qu'un brief est bien déterminé, ça aide ensuite à créer et trouver des solutions. Et je m'étonnais aussi de ne pas forcément voir des marketing hyper ciblés, par exemple, je ne sais pas, sur des dirigeants d'entreprise, sur des amateurs de yoga ou des philosophes, parce qu'on peut imaginer des aménagements spécifiques, entre guillemets, pour que les gens se retrouvent en communauté. Ça ne se fait pas trop, ça, je crois, non? Non, mais alors derrière votre question, je vois un sujet qui, pour moi, résume à ça. Aujourd'hui, on voit souvent le nom de l'hôtel et on voit hôtel and resort, mais ou juste hôtel. Il n'y a pas de distinction. Est-ce que c'est un urban resort? Est-ce que c'est un resort? Est-ce que c'est un hôtel de sport? Est-ce que c'est un hôtel où, au contraire, le bien-être va être mis en avant pour justement qualifier un peu l'hôtel? Et je pense qu'effectivement, en termes de marketing, il faut pouvoir orienter, il faut pouvoir toucher différentes cibles à différents moments. On ne peut pas se contenter d'une réservation sur Booking. Effectivement, il y a des périodes qui sont creuses, mais sur ces périodes creuses, on peut très bien imaginer de faire revenir des gens. Vous savez, tout à l'heure, vous me posez la question, effectivement, sur le côté international de la clientèle. Si vous n'avez jamais fait ça, moi, je vous invite à aller dormir dans un hôtel à côté de chez vous. Quand vous habitez à Paris, passez un week-end dans un hôtel. Vous allez voir, ça va complètement vous déconnecter. Parce que quand vous êtes chez vous, bon, vous pouvez même, si vous avez du temps pour vous reposer, il y a toujours cet univers qui va vous rappeler tout ce que vous devez faire. Quand vous êtes dans un hôtel, c'est une expérience aussi. C'est une expérience à faire. Et l'hôtellerie, par exemple, devrait communiquer dessus partout. Vous soyez à Bordeaux, etc. Même si vous étiez à Bordeaux, allez passer dans un week-end dans un super hôtel, c'est une belle expérience. Et là aussi, il faut communiquer dessus. Dans les moments où il y a moins de clientèle internationale, par exemple, d'aller communiquer sur cette période-là. C'était une tradition avant d'aller fêter les anniversaires de grand-mère, de papa, maman, des moments clés familiaux, de venir dans un hôtel, se retrouver et de profiter de ces équipements. C'est une expérience à faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce côté un peu tout technologique qu'on a vu dans les innovations avec des performances, entre guillemets, sur la domotique, ça vous paraît une piste intéressante, éphémère? Est-ce que les clients s'en servent finalement ou pas tant que ça? Oui, il faut qu'elle soit intuitive. Oui, c'est ça. Et attention, revenons sur l'essentiel d'une chambre d'hôtel, c'est bien dormir. Pour bien dormir, il faut bien s'endormir. Donc, il y a différentes phases à respecter. Et il y a un point que je vois crucial pour moi, et je le vois dans les 5 étoiles. J'ai récemment dormi dans un hôtel de montagne où à 6 heures du matin, 6h30, à l'apparition de la lumière du soleil, ça m'a réveillé parce que je ne pouvais pas fermer les rideaux correctement. Oui. Donc, vous voyez, attention à ça. Et le problème aussi du digital et de la domotique, c'est qu'on développe tout un tas d'ensembles qui provoquent des ondes dans la chambre qui peuvent parfois nuire à certains l'endormissement et cette nécessité de bien dormir. Moi, dans cet hôtel-là dont je vous parle, je ne donnerai pas le nom, mais j'y retournerai jamais parce que si j'ai l'occasion d'y aller, je sais que je vais mal dormir et que si je vais dans un hôtel, c'est quand même pour me reposer et être détendu. Et dans notre définition qui n'est pas très claire, mais de l'art de vivre à la française, une espèce de concept comme ça qui nous marque, à la fois dans la différence avec nos
nos concurrents, entre guillemets, hein, qui sont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Et est-ce que dans les valeurs françaises qu'on connaît, la gastronomie, le luxe, etc., est-ce que la partie aménagement, décoration, signature de designer, de décorateur, est-ce que cette partie-là joue quand même un peu ou pas, à votre avis? Alors, complètement. Ouais. Derrière vous parlez de l'art de vivre à la française, et moi j'emploie souvent l'expression l'art de recevoir à la française. Ça fait 10 ans que je fais des articles sur ça. C'est toujours une question que je pose à tout le monde. Quelle est votre vision de l'art de recevoir? Et je me suis aperçu, donc l'art de recevoir, c'est dans le service, c'est dans l'accueil, mais c'est aussi dans la construction. On a une façon de créer un hôtel, une porte, des extérieurs, une devanture. Quand on crée un restaurant, pareil, il y a cette porte, il y a ce sas d'entrée, ensuite il y a l'organisation des tables. Il y a une façon de faire qui est propre à la France. Et on a été imité dans beaucoup de pays, bien sûr, parce que l'hôtellerie de luxe est quand même née aussi en France, avec l'hôtel de Meurice comme un exemple, comme le Ritz, ces premières années. Et ça a été ces hôtels-là qui ont aussi drainé l'hôtellerie de luxe à l'international. Et effectivement, on a créé des modèles, une façon de construire. Il y a des hôtels asiatiques qui sont très bien également, mais qui sont complètement différents, qui ont une approche de la construction complètement différente de l'approche française. Et justement, par rapport à ces autres métiers qui sont la bijouterie, qui sont la gastronomie, etc., est-ce que les hôtels de luxe ont encore des choses aussi à inventer dans le côté transactionnel et les passerelles qu'on peut faire, j'imagine, entre tous ces métiers? Oui, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on dépasse juste le besoin de bien dormir, de se restaurer. C'était la première fonction, hein. Il fallait dormir dans un hôtel, pouvoir manger et aller ailleurs. Ensuite, les 20, 30 dernières années, on a vu le grand développement de la partie bien-être, spa. Mais là aussi encore, le bien-être, ce n'est pas uniquement dans le spa. Bien sûr que c'est l'endroit du spa et du bien-être, mais il faut que le bien-être intègre la chambre, intègre l'ensemble de l'hôtel pour justement accompagner les clients. Et aujourd'hui, on voit bien que si on crée des lieux de vie, des lieux de rencontre où les gens se rencontrent, créent des expériences, parce qu'un hôtel de luxe, c'est avant tout travailler sur les émotions. C'est travailler sur les 5 sens, c'est créer des émotions, c'est créer du lien, de la rencontre, de la mémoire. Et pourquoi vous vous sentez bien dans un hôtel plus qu'un autre? C'est justement parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a ému, qui passe dans votre tête, dans votre cerveau. Et ça, c'est important. Et ça, l'émotion, elle passe aussi au travers le service. Et donc, il faut que les hôteliers aussi proposent, et le font déjà, mais peut-être davantage, des formules où tel week-end, il se passe telle chose dans l'hôtel, un autre jour, c'est autre chose. Et il faut que l'hôtel s'intègre dans sa région, dans sa localité et propose des choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Donc oui, du coup, c'est une occasion de venir dans cet hôtel-là parce qu'on ne peut pas faire ça ailleurs. Et pour laisser un souvenir fort. Ouais. Et c'est bien fort. Nous sommes partenaires avec Bimedia dans ces webinaires et j'en profite pour dire bonjour à François Salane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Quel est ton… Si tu as peut-être une question complémentaire. Oui, alors bonjour Laurent Delporte. Je vous pose la question du groupe Bimedia, qui est donc partenaire de ce webinaire, hein, avec Intramuros, Archicréé, le Courrier du Meuble et de l'Habitat. J'ai envie de vous demander quelles conséquences pour les architectes d'intérieur. Vous avez énoncé beaucoup de pistes d'évolution. Qu'est-ce qui va changer pour eux? Comment vont-ils pouvoir s'adapter à ces nouvelles attentes de l'hôtellerie de luxe? Il y a beaucoup à faire. Déjà, il y a cette question de sens qui est pour moi cruciale. Quand on ouvre un hôtel, quand on rénove un hôtel, quand on construit, quel est le message qu'on veut faire passer? Quel est le niveau de service? Il ne faut pas, des fois j'ai entendu récemment un investisseur qui me dit, de toute façon, moi j'ai respecté tous les critères d'Atout France 5 étoiles. Ça ne fait pas tout, ça fait loin de tout d'ailleurs. Donc il faut que l'architecte travaille avec l'investisseur sur cette notion de sens. Qu'est-ce que veut vraiment l'architecte, enfin, qu'est-ce que veut vraiment l'investisseur? Et puis, on voit bien aujourd'hui quand même, après cette crise incroyable, qu'il y a quand même eu une prise de conscience sur l'environnement. Parce que si la nature n'a pas forcément besoin de nous, les hommes, peut-être que nous, les hommes, on a besoin de la nature quand même. Et qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience qui était déjà là, mais qui, je trouve, par beaucoup d'échanges que j'ai pu avoir, se révèle. Même Thierry Breton, commissaire européen, lance un plan énorme d'investissement pour l'hôtellerie dans toute l'Europe, mais met l'accent sur la partie développement durable.
Et alors attention, quand je parle de développement durable, pendant 20 ans, on a fait beaucoup de choses sur les économies d'énergie. Tant mieux, il fallait le faire. Maintenant, et c'est ce que j'appelle moi dans mon concept de la chambre origine, la naturalité, c'est comment on importe la naturalité, la nature dans la chambre, dans l'univers de la chambre, pour créer un bénéfice important pour le client. Parce que de réduire la consommation d'énergie, le recyclage, il faut le faire, c'est important. Mais le client, quand il vient dans la chambre, il est quand même content de savoir que ça se fait, mais dans son expérience, ça ne lui apporte pas grand-chose. Donc maintenant, il faut travailler ça. Ça veut dire qu'il faut travailler sur la restauration, ça veut dire qu'il faut travailler sur l'équipement. Évidemment, quand on voit aussi parfois où il y a des textures qui existent, qui sont des nids à poussière et qui sont des nids à microbes, dans un contexte qu'on a aujourd'hui, il faut éviter ce genre de choses. Plus on va utiliser des matériaux nobles mais naturels, mieux ça sera par rapport à l'entretien d'une chambre, à son efficacité. Il y a aussi un autre enjeu crucial pour les architectes quand ils vont monter ces chambres, c'est aussi l'aération. Il y a des hôtels où on peut largement ouvrir les fenêtres, parfois ce n'est pas le cas. Les problèmes de climatisation, et on l'a vu aussi sur des bateaux, des paquebots, d'ailleurs l'univers des croisières souffre encore plus que l'hôtellerie, puisque quand on a des maladies qui se transmettent dans des bateaux, il y a toujours cette question sur l'air qui circule dans les chambres et dans le lieu. Voilà, c'est quelques exemples qui, pour un architecte demain, devraient vraiment être considérés. Et puis, derrière ça aussi, c'est un autre point que je verrai également dans cette crise, c'est la revalorisation des métiers de service. Ouais. Regardons ce qui s'est passé pour toutes les personnes soignantes, les infirmières et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a eu une prise de conscience sur ces métiers-là. Hein. N'oublions pas qu'il y a 6 mois, elles étaient dans la rue et on les regardait à peine. Il y a un vrai problème aussi en France, et je pense aussi dans votre secteur, sur les métiers manuels ou les métiers de service. Dans l'hôtellerie de luxe, je veux dire, c'est facile. Il faut avoir évidemment des budgets, mais d'investir. On a tous les entrepreneurs pour pouvoir faire des belles choses, des belles rénovations dans nos établissements. Mais l'émotion va passer par le service. Donc, il faut que les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, ils aient des salaires corrects, et soient reconnus dans leur travail et valorisés. Et pareil, vous voyez, on a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de choses à réorganiser également. La façon de pouvoir manager les équipes doit changer, permettre la parole à chacun pour pouvoir s'organiser. Regardez le télétravail. Si on avait décidé le télétravail à l'avance, on aurait mis 6 mois, des plans d'action, on aurait fait des réunions et des réunions pour dire comment on va faire, comment on va s'organiser. Là, du jour au lendemain, il a fallu le faire. Vous savez, j'ai été étudiant avec un grand professeur, Robert Papin, qui nous disait au sujet de ses élèves, jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager. C'est ce qui s'est passé là. On nous a jetés à l'eau et l'hôtellerie et tout le monde dans tous nos secteurs, auprès des industriels, on a su être réactifs. Et j'ai aucun doute que demain, dans les futures rénovations et constructions d'hôtels, les architectes, mais pas seulement eux, avec des experts dans l'hôtellerie, avec l'investisseur, avec le manager de l'hôtel, ensemble, je prône vraiment ce travail d'équipe. Je ne crois plus du tout à la réunion binaire, c'est noir, c'est bleu, c'est rouge. Non, il faut avoir des gens différents qui apportent quelque chose à la réflexion sur un concept. Samia, est-ce que nous avons quelques réactions des gens qui nous écoutent? Alors, Laurent a répondu à une grande partie des questions, mais s'il y en avait une, en tout cas, qui n'a pas encore eu de réponse, ça serait celle de Laurent Richard, qui demande si le Covid va-t-il changer la façon de sourcer pour les archifabricants? Donc, plus clairement, y aura-t-il une place plus importante pour un artisanat du type entreprise de patrimoine vivant dans des projets d'hôtellerie de luxe? Oui, je ne pense pas être le seul à le penser. Il y a quand même des choses qui tournent pas rond. Quand on voit notre savoir-faire, notre qualité qui part souvent à l'étranger, et tant mieux, parce que ça développe nos industries et ça aussi. Mais quand on voit aussi parfois, alors plus dans le 4 étoiles ou dans l'entrée de gamme des 5 étoiles, des équipements qui viennent de l'étranger et qui sont de moins bonne qualité, tout ce qu'on pourra sourcer localement a du sens.
Je vais vous donner un autre exemple aussi sur la partie restauration. Il y a quand même des aberrations. Je ne pense pas être le seul à le vivre. Je m'occupe de la cantine scolaire de mes enfants et on s'est aperçu un jour qu'il y avait une caisse de poissons congelés qui passait par la Chine, alors qu'on nous disait au contraire que c'était une pêche raisonnée qui venait en Europe. Il y a un moment, il y a des systèmes où on vit la délocalisation et on l'a vu pendant la crise sur les masques, sur différentes choses, qui n'est plus acceptable. Il faut revenir à du bon sens. Le bon sens fait tout en fait. Est-ce que la solution que je mets en place est bonne pour mes clients, pour mes collaborateurs, pour mes investisseurs et pour l'environnement? Je pense qu'aujourd'hui, le grand changement va être là-dessus et bien évidemment d'aller sourcer des choses de qualité qui sont à 50-200 km. Et heureusement, il y a déjà plein d'hôteliers qui le font, mais il faut que ça devienne la norme. Et il faut que l'hôtelier, quand il achète quelque chose, se dise, est-ce que ça répond à ce que je viens de dire sur cette notion de développement durable et cet intérêt de la chose. Quand on regarde, on a fait un petit sondage donc, pendant qu'on discutait, et il y a 53% des gens qui sont confiants sur l'avenir des hôtels de luxe et 47% qui ne sont pas très confiants. Il y a encore du travail donc. Hein. Il y a du travail et je vais vous dire quelque chose de, pour moi, essentiel. Parce que là aussi, cette période-là nous a montré ça. La peur ne sert strictement à rien. Elle vous affaiblit, elle ne vous encourage pas, elle vous fait prendre des décisions hâtives qui n'ont aucun sens. Oui, la situation, elle est grave. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des entreprises qui vont disparaître, c'est vrai. Mais il faut aussi se remonter les manches, avancer, être optimiste. On n'a pas vraiment le choix. On a un pays qui est extraordinaire. On a un pays, on ne le dit peut-être pas assez, qui attire des millions de gens. Ben voilà, c'est le moment. Il y a plein d'aides qui arrivent de l'État, de l'Europe, justement pour reconstruire en sachant que ça n'a pas été détruit, mais pour trouver des solutions, parce qu'il y a des problèmes à court terme d'emploi, de charges à payer, des problèmes de trésorerie. Donc, il y a des solutions qui se mettent en place pour ça. Mais il faut aussi que cette période permette justement peut-être de recréer un modèle d'hôtellerie à la française, qui soit une source d'inspiration pour le monde entier. Je dirais à tous les industriels qui sont en ligne aujourd'hui, qui travaillent justement sur l'équipement des hôtels, des meubles, etc. Vous avez un savoir-faire qui est remarquable. Mettez-le en avant, battez-vous auprès des hôteliers, battez-vous auprès des investisseurs. C'est vrai que des fois, on vous écrase sur les tarifs pour dire non, on va prendre une solution moins chère. Il faut aussi comprendre que des fois, d'acheter une meilleure qualité pour l'investisseur, c'est important. Et ça aussi, il faut que l'investisseur revoie sa position, puisque souvent, l'investisseur a une position sur l'achat du bâtiment et la construction. Et après, il y a l'exploitation qui part ailleurs. Il faut vraiment avoir cette vision à long terme et puis être optimiste parce que c'est la seule option qu'on a aujourd'hui pour pouvoir avancer et trouver les solutions pour préparer et façonner cette nouvelle hôtellerie qui va être sûrement plus durable, qui sera aussi adaptable à cette situation, à ces situations, parce qu'encore une fois, c'est là aujourd'hui, mais si c'est venu aujourd'hui, ça peut revenir, c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, il faut apprendre à vivre avec la nature et délivrer toujours en continu une prestation de qualité pour les clients de cette hôtellerie. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes, à Clara qui est élève dans une école hôtelière, à Émilie qui est jeune designer, architecte d'intérieur? Est-ce qu'il y a une place pour la jeunesse dans les… Parce que pour l'instant, on a des fois l'impression qu'effectivement les hôtels de luxe, c'est une certaine moyenne d'âge, entre guillemets. Est-ce qu'il y a la place pour la jeunesse? L'hôtellerie de luxe souffre un peu pour recruter des personnes et on voit des gens de 40 à 60 ans ou des jeunes qui arrivent pour apprendre. Je suis assez optimiste aussi pour cette jeunesse parce que je donne régulièrement des cours et notamment à HEC. J'ai eu encore un cours cette semaine et à un moment donné, j'ai posé la question parce qu'on était en train de faire un exercice pour décortiquer toutes les phases d'un service dans cette expérience de Palace. Et on est venu aussi à parler de sens. Enfin, ils sont venus me parler de sens en disant, à un moment donné, voilà, est-ce que ça fait du sens aujourd'hui d'être dans un hôtel de luxe où on va prendre un hélicoptère pour aller skier à 5 km de la station parce que là où on est trop bas? Je ne crois pas. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui va monter par l'âge, qui vont devenir ces consommateurs et qui vont refuser cela. Et là, ça va être un point important pour les investisseurs parce que voilà, investir, et on voit aujourd'hui des investissements massifs dans les montagnes, ça pose vraiment de sérieuses questions. Ouais. Et pour les jeunes, je pense qu'il faut
voilà, c'est le moment de prendre part à cette réorganisation. Il y a des choses magnifiques dans l'hôtellerie de luxe qui existent depuis des années, qu'il faut conserver. Il y a des choses qu'il faut adapter avec le temps d'aujourd'hui, avec le digital, une nouvelle façon d'organiser. Aujourd'hui, on est dans une réseau de partage. Vous savez, à une époque, les managers plus anciens ne partageaient pas l'information. Ils gardaient l'information pour eux. C'était une forme de garder le pouvoir dans le management. Aujourd'hui, tout se partage sur les réseaux sociaux, les méthodes. Un chef va créer quelque chose, un nouveau départ, 2 heures après, il met en ligne et on peut l'imiter et refaire. C'est comme ça. C'est aussi une source de créativité, une source d'inspiration. Et je dirais à la jeunesse, effectivement, aujourd'hui, d'aller voir leur patron, de dire « mais moi, je ne suis pas là que pour faire ça. J'ai envie de participer au développement de l'entreprise. J'ai envie d'avoir des idées. Motivez-moi, parce que c'est aussi difficile en ce moment. Je ne suis pas dupe. Il y a aussi des jeunes qui vous disent « ah, mais non, aujourd'hui, je ne serai pas là aujourd'hui, donc non, je n'aurai pas faire le service de ce midi. » Mais il faut aussi, voilà, il y a un monde où il faut s'adapter. Et je pense que le management concertatif est aussi l'avenir pour pouvoir arrêter de cette hiérarchie avec 5 ou 6 étages parfois, pour pouvoir mettre les gens ensemble, chacun dans sa fonction, parce que chacun a un rôle à jouer, mais en tout cas, créer cet esprit collectif pour demain, en tout cas, bâtir un nouveau modèle pour l'hôtellerie, un monde meilleur, parce que c'est quand même un objectif, avoir une vision dans les 10 prochaines années. Ça ne se fera pas en 6 mois. On disait, il y a l'avant-Covid et l'après-Covid. Bon, on est en train d'entamer l'après-Covid, mais j'ai bien envie de vous donner rendez-vous en 2040 ou 2050 et on regardera ce qui s'est passé derrière nous ces 30 dernières années et on verra peut-être et on parlera peut-être de grandes évolutions qui ont eu lieu. Parce que sur tout élément négatif, de toute façon, il faut toujours rebondir et trouver la partie positive pour pouvoir avancer et faire en sorte que le monde se développe harmonieusement. Là aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a eu beaucoup d'émeutes dans le monde entier. Il ne faudrait pas à nouveau avoir une crise comme on a eu par le passé pour que le se développe en harmonie avec le monde. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Merci, François. Merci, Samia. Merci. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.